une question capitale pour la philosophie contemporaine sous-tend cette philosophie, à savoir, une métaphysique est-elle encore possible? En effet, une philosophie de l'organisme est en réalité une philosophie du vivant, et à ce titre une philosophie qui prend appui sur les sciences de la nature. Or, bien que l'idée d'une appartenance à une totalité, en particulier l'idée que l'homme en tant qu'être vivant appartienne à une totalité, qui le contienne, le détermine et le dépasse, paraît suffire à établir une métaphysique, une autre idée est développée conjointement mais de manière distincte par les deux philosophes. Cette dernière idée concerne la présence de fins et de tendances dans la nature qui affecteraient également l'existence de l'homme. L'étude des fins et des tendances, autrement dit, ici la réhabilitation de la téléologie par Whitehead et Jonas, repose elle-même sur l'ontologie. Nous interrogeons avec eux la nature de l'être, la réalité de l'être, pour reprendre l'expression de Whitehead. Cette expression n'est pas anodine. Le philosophe américain tente d'établir son ontologie, sa métaphysique et sa cosmologie à partir de l'expérience sensible. C'est en effet à partir du sentir que Whitehead envisage sa spéculation. Cette catégorie sera reprise par Jonas, car elle fonde l'expérience de la subjectivité et de l'intériorité. L'enjeu d'une nouvelle fondation de la métaphysique n'appartient pas seulement au champ de la pure spéculation. Il s'agit pour notre propos de considérer l'impact éthique de telles conjectures. Hans Jonas, dans le texte Nature et éthique qui vient clore l'ouvrage Le phénomène de la vie, nous dit en effet qu'il recherche une métaphysique susceptible d'affecter les principes éthiques de l'existence humaine. En ce sens, la découverte de l'œuvre de Whitehead a une influence majeure sur sa propre pensée. Mais pourquoi précisément? L'effort particulier de Whitehead entre dans l'histoire des philosophies qui ont tenté de mettre un terme au dualisme. Or, pour le dire de manière très schématique, le dualisme sépare le corps et l'âme, la matière et l'esprit. Deux chemins sont alors possibles, celui du matérialisme ou celui de l'idéalisme. Ces deux types de monisme sont réducteurs pour Jonas. Le matérialisme ne permet pas de comprendre l'émergence et la liberté de l'esprit, et l'idéalisme, au contraire, occulte le contenu sensible de l'expérience. Tous deux ne permettent pas de rendre compte de l'unité de l'être. Dans ses souvenirs, Jonas dit explicitement qu'il a donc emprunté le même chemin que Whitehead dans son ouvrage Process and Reality pour formuler sa propre thèse qui est que, je cite, « l'essence de la réalité s'exprime de la manière la plus complète dans l'existence proprement organique de l'organisme, ni dans l'atome, ni dans la molécule, ni dans le cristal, ni non plus dans les planètes, ni dans les soleils, etc., mais bien dans l'organisme vivant, qui sans doute est corps, mais ne manque pas de receler en lui quelque chose de plus que le simple être muet de la matière. » La philosophie de Whitehead postule l'unité de la matière et de l'esprit, et plus précisément ce qu'il nomme la congruence des entités. Le monde est constitué d'entités physiques qui entrent en contact les unes avec les autres. Nous pouvons nous représenter ces entités comme des monades ouvertes. Ces monades sont ouvertes car elles sont en devenir. La réalité est en effet un processus dynamique et non statique. Par ailleurs, le but de Whitehead est d'étendre la théorie de la relativité à sa métaphysique, de prendre en compte, par conséquent, le fait que les entités physiques qui composent le monde sont en constante relation les unes avec les autres. Mais cette relation n'est pas purement extérieure, d'où l'importance de considérer ces monades comme étant des monades ouvertes. Cette relation est également intérieure. C'est ce que Whitehead nomme compénétration ou continuum extensif. Il s'agit là d'une unité double. L'idée demeure complexe, j'y reviendrai. Il faut simplement retenir pour l'instant l'idée d'une fusion à l'œuvre dans la nature qui intéressera Jonas. Whitehead emploie la métaphore suivante lorsqu'il transpose cette idée aux hommes. Le monde est en nous et nous sommes dans le monde. En somme, l'unité est parfaite, voire même établit une identité entre l'homme et le reste de la nature. Cette unité ultime est discutable, et elle est au centre de la critique jonassienne de l'œuvre de
mais elle a le mérite de donner à Jonas des indices pour résoudre le problème de l'unité corps-esprit. C'est seulement à partir de cette unité que nous pourrons envisager de nouveaux principes éthiques dans la perspective désirée par Jonas. Les principes éthiques auront une validité si et seulement si ils peuvent se fonder sur des déterminations objectives qui se retrouvent dans la nature et ne sont pas simplement issues de la conscience isolée de l'individu. Une co-appartenance entre l'homme et le monde, telle qu'elle apparaît chez Whitehead, est donc bénéfique, mais l'unité radicale qui en résulte occulte la distinction essentielle qui existe entre l'homme et le reste du monde vivant. Je vais dans un premier temps exposer la pensée de Whitehead dans le but de saisir sa conception de l'organisme et du vivant, notamment à partir d'une conférence qui distingue nature inorganique et nature vivante, pour dans un deuxième temps montrer en quoi la philosophie de Jonas réoriente cette distinction grâce à ce qu'il nomme une phénoménologie de la biologie. Je considérerai simultanément les conséquences de ces structures métaphysiques et ontologiques sur l'existence du point de vue de la morale et de la liberté. Ici, il nous faut simplement avancer un point capital qui sépare Whitehead et Jonas. La philosophie de l'organisme, en tant que philosophie du vivant, permet d'établir également le rapport vie-mort, ou être et non-être. Nous verrons qu'une philosophie du processus en tant que tel intègre la mort dans la continuité du processus. En ce sens, la mort ou le non-être ne constitue plus un événement problématique et modifie la situation existentielle de l'individu. Ainsi, nous pouvons d'ores et déjà avancer que l'éthique de Whitehead s'apparentera à une éthique de l'acceptation, tandis que Jonas vise une éthique contraignante de l'obligation, caractérisée par une inquiétude à l'endroit de la mort et de la possibilité du non-être. Ma première partie est consacrée donc, à la philosophie de l'organisme chez Whitehead. Le texte Nature et vie de Whitehead fut écrit à l'occasion d'une série de conférences données à l'Université de Chicago en 1933. Il s'agit de la 7e et de la 8e conférence qui traitent spécifiquement de la philosophie de l'organisme. Les précédentes conférences concernent l'étude de différents concepts présents dans l'œuvre de Whitehead, comme l'importance, l'expression, l'impulsion créatrice, le procès et même le concept de civilisation. Cette série de conférences a pour intérêt de synthétiser clairement la pensée de Whitehead telle qu'elle est exposée dans son ouvrage majeur, Process and Reality, écrit en 1929. Nous nous situons donc dans la période cosmologique et métaphysique de Whitehead. Ses premières recherches scientifiques furent consacrées aux mathématiques et notamment marquées par l'ouvrage coécrit avec Bertrand Russell entre 1910 et 1913, Principia Mathematica. C'est à partir de 1918 que Whitehead, éclairé par les travaux sur la relativité, se tourne donc vers la philosophie des sciences de la nature. Il envisage, d'après ce qu'il écrit en 1919 dans le Concept of Nature, une réorganisation de la philosophie spéculative afin d'inscrire les concepts dans l'expérience sensible et les relations d'extension. Nous pouvons voir ici l'influence de David Hume et de William James. Nous y reviendrons. Mais la conférence intitulée Nature et vie nous intéresse plus particulièrement car nous pourrons aisément faire un parallèle avec la philosophie de Jonas. En outre, il ressort clairement de ce texte la différence qui existe entre Jonas et Whitehead dans leur conception de la nature. Whitehead applique en effet le modèle des sciences de la nature à la science physique. Autrement dit, le concept de vie dynamique est étendu à toute la nature, tandis que Jonas sépare absolument la nature organique de la nature inorganique, réservant une place particulière à l'émergence de la vie au sein de la nature inorganique, en insistant sur son caractère énigmatique. La conférence de Whitehead se déploie donc en deux temps, l'un consacré au concept de nature, l'autre consacré au concept de vie. Il s'agit donc avant tout de pouvoir donner une définition du concept de nature. Le problème consiste en la possibilité de donner une définition qui respecte l'expérience que nous avons et faisons de la nature, tout en ne la limitant pas à cette expérience, c'est-à-dire en l'intégrant à un système. Il poursuit ainsi l'ambition qu'il attribue à William James, qui, je cite, systématisait mais par-dessus tout assemblait. Sa vie intellectuelle, nous dit Whitehead, fut une protestation contre le rejet de l'expérience dans l'intérêt du système.
problème de taille. La nature est un monde interprété depuis l'expérience. Quelle est la légitimité de cette interprétation? Plus encore, sur quoi repose l'objectivité de cette interprétation? Nous sommes en droit de nous poser cette question, puisqu'il semble bien que le recours de la philosophie aux sciences de la nature tente d'intégrer des vérités scientifiques objectives dans son cheminement intellectuel. Cependant, une objection ici. En réalité, ce que tente Whitehead, et nous retrouvons le même geste chez Jonas, c'est de combler plutôt les manques philosophiques des sciences de la nature. Autrement dit, de tenter de tirer des conséquences philosophiques et morales des constats scientifiques. Jonas tente, de son côté, une interprétation existentielle des faits biologiques. Il donne ainsi, je cite les lignes introductives du phénomène de la vie, une lecture neuve du registre biologique, pouvant reconquérir la dimension intérieure, celle que nous connaissons le mieux, pour la compréhension des choses organiques, et ainsi réclamer pour l'unité psychophysique de la vie cette place dans le schème théorique qu'elle avait perdu en raison du divorce du matériel et du mental depuis Descartes. Les commentateurs de Whitehead soulignent régulièrement l'obscurité de son propos à certains égards. Lui-même admet que ses spéculations tendent à une certaine forme de mystique qui elle-même demande l'emploi d'un langage poétique ou symbolique. Il écrit par exemple dans une autre conférence que, je cite, « La philosophie est mystique car le mysticisme est une intuition directe dans des profondeurs encore non dites. Mais le propos de la philosophie est de rationaliser le mysticisme. » Puis il ajoute « La philosophie est apparentée à la poésie. » Mais il me semble qu'au-delà de ces difficultés lexicales, il existe un véritable fondement théorique qui légitime chez Whitehead ce qu'il appelle l'interprétation du monde pour nommer la nature. Et nous trouvons ce fondement dans Procès et réalité. Il me semble que c'est un argument très simple et très clair. Dans une partie consacrée à Hume, Whitehead discute de la connexion des idées et de la manière dont cette connexion s'effectue depuis la perception. Or, la perception est apparentée chez Hume à une simple réceptivité. Cet argument sera repris par Jonas. Mais ce qui est en jeu est précisément le pouvoir de l'imagination, directement lié à la possibilité et à la légitimité de l'interprétation. Il ne s'agit pas d'autre chose dans cette interprétation du monde que de concevoir un système à partir de détails de l'expérience, d'unifier une réalité complexe et a priori seulement disparate. L'argument est celui du nuancier de couleur et est lui-même proposé par Hume. Supposons un nuancier de bleu. Hume nous dit que s'il manque une nuance entre deux bleus, il est tout à fait possible que l'esprit puisse imaginer la couleur manquante, quand bien même l'esprit ne l'aperçoit pas. Il existe ainsi une liberté de l'imagination qui peut faire le lien entre deux impressions distinctes. Selon Whitehead, Hume ne tire pas les conclusions nécessaires de cette idée. Pour Whitehead, cette liberté de l'imaginaire légitime directement la spéculation métaphysique. Mais il ne faut pas se méprendre à ce sujet. Whitehead ne dit pas que puisque nous sommes libres d'imaginer, nous sommes libres de spéculer. L'imagination, ce pouvoir de l'esprit, n'aurait aucune assise objective fondée dans l'expérience. Il manque un élément qui engendre ce pouvoir de l'imagination et vient sceller la connexion entre l'esprit et la matière, l'esprit et la nature. Cet élément est celui de l'émotion ou du sentir. C'est l'idée plus précisément qu'il existe un mouvement continu dans le monde physique dont nous serions à titre d'entité individuelle des réceptacles. Ce mouvement, une fois intériorisé, devient l'objet du sentir. Nous avons en partage avec la nature le mouvement, c'est-à-dire la tendance vers le devenir, qui est une autre manière de cerner l'impulsion créatrice de la totalité de la nature, au sein de laquelle nous sommes une partie participante. Whitehead écrit « Il n'y a rien dans le monde réel qui soit purement et simplement un fait inerte. Toute réalité se trouve là pour le sentir. Elle suscite le sentir et elle est sentie. Il n'y a rien non plus qui appartienne exclusivement au sentir privé d'une actualisation individuelle. Toute genèse est d'ordre privé, mais ce qui est engendré de la sorte investit publiquement le monde. » Il y a un écho ici avec la philosophie spinoziste, mais également avec le motif de l'éros dans la conception aristotélicienne, également reprise par Jonas
dans son développement sur l'éros cosmogonique, sur lequel je reviendrai ultérieurement. Et effectivement, Whitehead, dans la partie consacrée à Dieu à la toute fin de Procès et réalité, se réfère à Aristote. Il reprend son développement métaphysique à ceci près que pour lui, il faut substituer la subjectivité, c'est-à-dire le sentir conceptuel, à la notion d'intelligible. Je cite donc avec Whitehead ces belles lignes d'Aristote. Et puisque ce qui est nu et meut est un moyen terme, il doit y avoir un extrême qui meut sans être mu, être éternel, substance et acte pur. C'est bien ainsi que meuvent le désirable et l'intelligible. Ils meuvent sans être mus. Le suprême désirable est identique au suprême intelligible. Et Whitehead d'ajouter, Dieu est l'appât du sentir, l'éternel poussée du désir. Sans aller jusqu'à traiter de la question de Dieu, nous pouvons voir que Whitehead remonte par conséquent à l'idée d'un premier moteur non nu pour étayer sa théorie du mouvement. Et en effet, ce dont il est question dans sa conférence sur la nature et la vie, est bien le dépassement d'une conception de la nature caractérisée par une physique statique et inerte. Whitehead récuse la doctrine de l'autonomie de la science physique. Cette doctrine conçoit la nature comme un complexe de faits autosuffisants et dépourvu de signification, parce qu'elle avance la thèse suivante, je cite Whitehead, que la matière n'implique rien de plus que la spatialité et le fait d'être le support passif des qualifications. Toute la physique moderne depuis Newton perpétue cette manière de penser la matière, c'est-à-dire que certaines qualifications lui sont données. Pour le cas de Newton, il s'agit par exemple de la masse, du mouvement et de la force, mais aucune signification n'est tirée de ces qualifications. Ces qualifications ne répondent pas à la question suivante: pourquoi y a-t-il une attraction des corps? Qu'est-ce qui justifie une telle attraction? Or, nous dit Whitehead, la loi de gravitation accroît l'aspect systématique de la nature. Ces conceptions sont donc stériles. Mais grâce à la théorie de la relativité, il est possible d'envisager différemment la science physique. Je vais donc citer un paragraphe entier de Whitehead à ce sujet, car il me paraît montrer très distinctement le renversement qui est opéré dans les sciences modernes. Le point de vue moderne s'exprime en termes d'énergie, d'activité, de différenciation vibratoire de l'espace-temps. La moindre agitation locale ébranle l'univers entier. Les effets à distance sont minimes, mais ils existent. Le concept de matière présupposait une localisation simple. Chaque fragment de matière était fermé sur soi, localisé dans une région ayant un réseau passif statique de relations spatiales engagées à l'infini et de toute éternité dans un système relationnel uniforme. En revanche, dans la conception moderne, le groupe de mouvements que l'on appelle matière se fond dans son environnement. Il n'y a aucune possibilité d'existence locale, séparée, fermée sur soi. L'environnement pénètre dans la nature de chaque chose. À présent, nous avons saisi le caractère actif de la matière que Whitehead souhaitait mettre en avant. Cette activité, nous l'avons souligné, est à la fois locale et globale, de sorte que chaque entité physique est traversée par cette activité. La nature est transition constante, la nature est un processus. En outre, cette activité prend la forme du sentir pour les entités subjectives. Mais c'est dans ce point qu'un problème advient. Comment peut-on associer la catégorie du sentir à toute entité physique? C'est sur ce point que Jonas se distinguera de Whitehead. Il nous faut auparavant voir quelle est la réponse apportée par Whitehead lui-même. L'enjeu de la seconde partie de la conférence sur la nature et la vie est le suivant. Comment ajouter un contenu à la notion d'activité pure? Quelle est cette activité? Que produit-elle? Qu'implique-t-elle? C'est en réalité pour Whitehead l'occasion d'ajuster le concept de vie à sa structure physique. La somme des deux est la fin de sa métaphysique. Premièrement, Whitehead commence par invoquer ce qu'il nomme l'infection positiviste, qui empêche toute réflexion sur le statut de la vie. Le positivisme aborde le concept de vie depuis la notion de succession. Il existe une succession d'expériences sans causalité intelligible, de sorte que la vie est essentiellement un objet d'incertitude et de scepticisme. À l'origine de ce positivisme, nous dit Whitehead, et ce constat est repris par Jonas comme je l'ai dit plus haut, il y a l'idée d'une extériorité entre les substances mentales,
entend par le concept de vie. Il nous dit qu'en première approximation, la vie implique un certain absolu de jouissance de soi, self-enjoyment en anglais. En quoi consiste cette jouissance de soi? N'est-ce pas un saut qualitatif précipité pour expliquer le concept de vie? Il faut, pour saisir cette idée, en revenir à la théorie de ce que Whitehead appelle les préhensions. La préhension est un synonyme de l'appropriation. Whitehead poursuit. La jouissance implique une certaine individualité immédiate qui est un procès complexe d'appropriation. Appropriation en une unité d'existence des données multiples offertes comme pertinentes par les processus physiques de la nature. La préhension ou l'appropriation est une occasion d'expérience. Donc les expériences, écrit encore Whitehead, composent l'univers en évolution à jamais immergé dans l'avance créatrice. Que signifie ici l'avance créatrice? Il s'agit d'une théorie grâce à laquelle il appartient à l'essence de l'univers de passer au futur. Par conséquent, il existe en vertu de l'évolution de l'univers une transition constante qui va de l'antérieur à l'ultérieur, de l'antécédent au conséquent, et pour l'homme, du passé au futur. Cet état de transition ou d'écoulement constant est l'aspect de l'impulsion créatrice, toujours tendue vers le devenir. Mais le terme de jouissance de soi pose encore problème. La créativité, c'est-à-dire, pour Whitehead, le fait de pouvoir passer du passé à l'avenir, doit être conçu comme une forme de satisfaction. N'est-ce pas le présupposé de trop? Si nous revenons à la reprise de l'éros moteur de la théorie aristotélicienne, nous pouvons nous représenter l'émotion et le désir au centre de ce mouvement, de sorte que l'idée de jouissance de soi ne soit pas complètement anthropomorphique. Mais il faut admettre que nous avons du mal à saisir l'étendue de ce concept de jouissance de soi dans tout l'univers physique. Un exemple pris par Whitehead semble l'expliquer, mais seulement au niveau de l'existence humaine. En effet, quelle est la faculté qui accompagne chez l'homme cette transition du passé au futur? C'est la mémoire. Voici ce qu'écrit Whitehead. Le monde se heurte ainsi au paradoxe suivant. Il désire ardemment la nouveauté, mais il est hanté par la terreur de perdre le passé, les choses familières et les êtres qu'il aime. Fin de citation. Il cherche donc à échapper au temps sous sa forme de ce que Whitehead nomme le perpétuel dépéri. Cette idée qui se trouve en procès et réalité est attribuée au monde. Et il nous semble qu'il y a là clairement une personnalisation du monde. Est-ce le monde qui a peur de perdre les êtres aimés ou bien est-ce l'homme? Quelle connaissance de sa propre temporalité pourrait avoir le monde? Il semble bien que ce soit l'homme qui cherche à échapper au perpétuel dépéri, tout comme l'illustration par l'art le monde. L'artiste est en effet, nous dit Whitehead, celui qui peut contempler l'image immobile de l'éternité en imposant de la durabilité dans un monde éphémère. Autrement dit, la valeur de la jouissance ne peut avoir un sens que pour celui qui connaît l'effet du passage du temps. L'idée d'une tragédie d'un perpétuel dépérir n'a de sens que pour l'homme. D'autre part, Whitehead parle bien d'une jouissance de soi, ce qui implique une réflexivité. Or, celle-ci ne peut pas être étendue à toutes les entités physiques. Cependant, l'impulsion créatrice signifie autre chose qui nous intéresse ici, à savoir l'idée qu'il y a des tendances ou des visées dans la nature. L'activité de l'univers implique des visées sans cesse renouvelées, et nous dit Whitehead, ces visées prennent la forme de l'intentionnalité depuis la subjectivité humaine. Cette théorie nous permet de conclure ici sur Whitehead. L'intentionnalité est une récupération subjectivité des visées qui existent dans la nature. Elle nous permet de saisir une tendance commune à l'homme et au monde. La volonté de Whitehead d'échapper à la thèse d'un monde mécaniste le fait étendre son concept de vie à la nature entière, sans finalement distinguer nature organique et nature inorganique. Néanmoins, il existe chez Whitehead un postulat de la responsabilité humaine et donc de la spécificité de la vie humaine.
La morale est, d'après une définition laconique de Whitehead, le contrôle du procès. Ce qui ne veut pas dire autre chose que le contrôle de nos actions au sein de l'activité du monde. De sorte que la morale n'est pas réellement problématisée à partir de la métaphysique de Whitehead. En revanche, comme nous le faisions remarquer plus haut, l'intégration d'un perpétuel déterré dans le processus actif et créatif de la nature nous invite à penser que l'éthique de Whitehead est une acceptation de l'activité du monde qui, de surcroît, n'est pas complètement livrée au hasard de son évolution. En effet, l'évolution du monde qui a fusionné avec la vie implique une jouissance de soi qui n'est autre que l'unification des expériences. Autrement dit, dans cette perspective, l'ordre a un ascendant naturel et déterminé sur le désordre. Une éthique de l'acceptation, par conséquent, signifie le retour à une vie apaisée par la contemplation de l'ordre du monde en train de s'effectuer. Il va en être tout à fait autrement chez Jonas. L'erreur de Whitehead, selon lui, a été d'étendre la biologie à la physique et de ne plus distinguer vie organique et nature inorganique. Sans cette distinction, il est impossible de circonscrire la spécificité de la subjectivité humaine comme celle de sa liberté morale. Passe donc maintenant à ma partie sur Jonas, sur la biologie existentielle pour interpréter l'être. Au-delà de l'effort d'unification que Jonas souhait admirer, chez Whitehead, un élément n'a pas été pensé, la mort, et la conscience valorisée de la vie qui l'accompagne. La philosophie de l'organisme, malgré le primat offert à la question de l'unité psychophysique, et précisément à cause de cette unité compacte, interprète la nature en fonction des degrés différenciant les êtres. La différence de degré de l'être de la nature n'ouvre pas sur la possibilité de réfléchir au non-être, qui est pour l'homme la mort. Or, ce point est primordial pour fonder une éthique, plus précisément une ontologie axiomatique, car la valeur de la vie est aussi réalisée en fonction de sa limite, c'est-à-dire de la mort. Jonas écrit dans l'appendice à l'article « Dieu est-il un mathématicien ?» Tandis que le système de Whitehead se soucie de la polarité de soi et du monde, comme aussi de celle de la liberté et de la nécessité, il ne se soucie définitivement pas de celle de l'être et du non-être, ni par conséquent du phénomène de la mort, ni incidemment de celui du mal. Mais quelle compréhension peut-il y avoir de la vie sans compréhension de la mort ? L'anxiété profonde de l'existence biologique n'a pas de place dans le splendide modèle. Whitehead, à cet égard, comparable à Hegel, a inscrit dans sa métaphysique une histoire de succès intrinsèquement assurée. Tout devenir est autoréalisation. Chaque événement est en lui-même complet, ou bien il ne serait pas actuel. Chaque périssement est un saut sur le fait d'une complétude accomplie. Et Jonas de demander « Mort, où est ton aiguillon ?» Aussi, Jonas considère avoir dépassé Whitehead sur certains points comme il l'écrit dans ses souvenirs. Cependant, il est clair que l'influence de Whitehead fut décisive pour sa philosophie de l'organisme. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, il est question de Whitehead dans plusieurs textes de Jonas, mais notamment un consacré au concept de causalité et de perception qui reprend son argumentaire à propos de Jung. Chez Jung, la perception naît des impressions sensibles. C'est l'extérieur qui imprime sa marque. Tandis qu'une perception non passive suppose une réception précisément une manière de recevoir du corps. Jonas, je cite Jonas, la source de cette expérience est en fait non pas la perception sensible, mais notre corps s'exerçant lui-même dans l'action. Il s'agit bien pour Jonas de tenter de trouver une force causale contraignante dans la dynamique de l'expérience. D'autre part, à plusieurs reprises, Jonas définit la spécificité de la subjectivité à partir du sentir. Jonas écrit ainsi, dans un texte intitulé « Fardeau et bénédiction de la mortalité », l'être parvient à se sentir soi-même. Le sentir est la condition première pour que quelque chose puisse valoir la peine. C'est pourquoi la capacité de sentir, telle qu'elle a
est la valeur originelle par excellence. Le sentir apparaît avec la mobilité associée à la perception dès le monde animal, donc, et atteste l'existence de l'intériorité subjective. Enfin, le thème de la création est également au centre de la cosmologie de Jonas, notamment dans le texte qui s'intitule « Matière, esprit et création, constat cosmologique et hypothèse cosmogonique ». Dans ce texte est notamment développée une thèse qui reprend l'idée d'un lien continu entre l'être humain et la nature. Jonas écrit « Le principe de notre argumentation est jusqu'ici le suivant. Puisque la finalité, l'aspiration à un but intervient chez certains êtres vivants, d'une manière qui se manifeste subjectivement, et qu'à partir de là elle agit de manière objectivement causale, elle ne peut être complètement étrangère à la nature qui a produit précisément cela. Elle doit être elle-même naturelle, à savoir conforme à la nature, conditionnée par la nature et produite de manière autonome par la nature. Cependant, malgré les thèses en partage de Whitehead et Jonas, une manière de problématiser propre à Jonas transcende tous les enjeux liés à la possibilité d'une métaphysique susceptible d'affecter nos principes éthiques. La considération de l'être chez Jonas est certes envisagée depuis le dépassement du dualisme matière-esprit, mais pas dans l'unique but d'une conciliation unitaire de l'être ou d'une fusion, comme le souhaite Whitehead. Le but de Jonas n'est pas une simple récusation du positivisme, du matérialisme ou de l'idéalisme. L'enjeu fondamental est le dépassement du nihilisme. Le nihilisme, du point de vue ontologique, est considéré d'abord depuis la question du non-être. L'être chez Jonas est la nature. Précisément, la réalité de l'être se trouve définie dans la nature en tant que nature vivante et organique. La philosophie de Whitehead est assimilée par Jonas à une nouvelle forme de panvitalisme. Or, Jonas consacre de nombreux travaux à l'étude du panvitalisme et du panmécanisme. Il nous faut l'expliquer ici brièvement pour bien saisir ce qui est en jeu dans la question du dépassement du nihilisme. Le panvitalisme est une manière d'aborder la conception métaphysique du monde comme étant dominée par le vivant. Il est en cela proche de l'animisme. Le panmécanisme, au contraire, aborde la nature comme étant dominée par les sciences physiques, c'est-à-dire comme étant dominée par une vision du monde matérialiste. Le matérialisme et la physique permettent d'envisager l'être comme une matière inerte et par ailleurs plus facilement mesurable pour les besoins de la science. En dernière instance, le dualisme, qui prend conscience d'une séparation entre la matière et l'esprit, a permis de révéler l'importance de la conscience de soi, la spécificité de la subjectivité. Mais ce dernier est incapable de retracer l'unité psychophysique de l'homme. Enfin, le matérialisme dominant dans le panmécanisme donne lieu à ce que Jonas nomme une ontologie de la mort, qui est bien retranscrite par la pensée pascalienne. Je cite donc Jonas citant lui-même Pascal. Parmi toutes les réalités qui déterminent la situation de l'homme moderne, il en est une que Pascal fut le premier à envisager, elle et tout ce qu'elle entraîne, et qu'il sut exposer avec toute la vigueur de son éloquence. La solitude de l'homme dans l'univers physique tel que la cosmologie moderne le conçoit, c'est-à-dire abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie. Lorsque Jonas parle d'une ontologie universelle de la mort, c'est par conséquent dans le sens de cette immensité cosmique qui rend l'homme étranger à ce monde, voire effrayé par l'immensité du néant qui l'environne. Cette situation existentielle de l'homme moderne est due à l'extension du modèle physique étendu aux sciences de la vie. Il importe donc de séparer les deux domaines afin de retranscrire une conception indépendante de la nature comme étant une nature vivante. Et la spécificité de la nature vivante nous est donnée par le fonctionnement de l'organisme du métabolisme. Il ne s'agit pas simplement d'une dynamique indifférente. La vie de l'être se constitue dans sa lutte contre le non-être. Le déploiement de la vie acquiert sa valeur emphatique dans une résistance au non-être, à la mort
c'est son maintien sur une durée relativement longue. Il y a une note à ce sujet dans le texte déjà cité, Matière, Esprit et Création. Je cite donc cette note. La chance d'une vie comme celle que nous connaissons se situe entre le degré du gel et de l'ébullition, parmi les millions de degrés du spectre des températures dans lesquelles il existe de la matière cosmique. Et pour permettre l'évolution d'espèces supérieures, ces limites doivent être assurées pendant des milliards d'années. C'est le cas pour la Terre avec ses océans, grâce à sa distance exacte par rapport au Soleil. En ce sens, nous pouvons parler avec Jonas d'une potentialité téléologique, et non simplement d'une téléologie. On annule régulièrement la philosophie de Jonas en la renvoyant à cette réhabilitation de la téléologie. Mais il faut bien comprendre que l'idée de saisir des fins et des tendances dans la dynamique de l'être, qui simplement résiste au non-être, ne signifie pas nécessairement l'actualisation de ces fins. Il s'agit d'un potentiel. Et c'est même en vertu de ce potentiel, du fait donc que les fins ne s'actualisent pas avec force et nécessité, qu'il existe une liberté. Et cette liberté, en particulier chez l'homme, se déploie sur 3 niveaux. Premièrement, la liberté de la pensée. La liberté de l'esprit, nous dit Jonas, est celle qui peut méditer sur ce qu'il veut, avec sérieux ou en jouant, et même jusqu'à la frivolité. Elle naît grâce à la distance impliquée par le pouvoir de représentation propre à la réflexivité. Deuxièmement, la liberté de transformer, qui est la liberté d'invention de la force imaginative. Dans cette liberté, nous avons également la possibilité de créer des images motrices, autrement dit, des horizons pour notre action. Enfin, la liberté de transgresser. Grâce, écrit Jonas, à la capacité d'envol symbolique du langage, nous avons la possibilité de transgresser tout ce qui peut faire partie du donné. Ces 3 libertés sont encore ce qu'il nomme des prérogatives uniques de l'esprit. Elles font partie du domaine de la raison pratique telle qu'elle est énoncée chez Kant. En effet, c'est grâce à ces libertés que nous pouvons assigner des fins à notre comportement. Mais ces libertés aboutissent à une 4e forme de liberté, qui est la liberté morale. C'est, écrit Jonas, la plus transcendante et la plus dangereuse, car c'est aussi la liberté du déni de soi, de la surdité choisie, voire de la contraoption allant jusqu'au mal radical, qui peut même, comme nous l'avons appris, se parer de l'apparence du bien suprême. En somme, nous retrouvons un héros également chez Jonas, mais qui se dévoile depuis la liberté humaine. Il s'agit d'une poussée incitatrice, une force motrice, mais non encore contraignante. C'est en vertu de cette transcendance que nous pouvons comprendre la métaphysique chez Jonas, tout comme la transcendance de l'impératif catégorique fonde la métaphysique des mœurs chez Kant. C'est donc à partir de cette théorie que devra se déployer une théorie de la responsabilité fondée sur la crainte. Mais ce n'est pas le lieu de développer cette théorie. Mon propos était de voir dans quelle mesure nous pouvions, avec Whitehead et Jonas, établir une métaphysique à partir de l'ontologie, c'est-à-dire de la nature de l'être susceptible de fournir de nouveaux principes éthiques. Un dernier point cependant pour conclure, et pour distinguer à nouveau les philosophes convoqués ici. Whitehead, comme Jonas, aborde la métaphysique depuis la question leibnizienne, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Mais tous deux partent de l'idée première qu'il y a quelque chose et non pas de la considération du rien. Ce n'est pas le néant qui est constitutif de l'aspiration métaphysique, ce n'est pas l'angoisse du néant qui est première, pour faire référence à Heidegger rapidement ici, mais c'est bien la force motrice de l'être qui guide la structure de l'ontologie comme de la métaphysique.